Ce programme vous est offert par Illico Cash. « 17 853, c'est le nombre de demandes de protection internationale. Déclaration de Freddy Rosemont, directeur général de l'Office des étrangers au sein de l'espace Schengen. Au cours de l'émission GMK Today, Jean-Marie Kassamba a abordé la coopération bilatérale entre la RDC et la Belgique en matière de migration et le point sur les demandeurs d'asile congolais en Belgique. Guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, la trêve humanitaire a été violée par le M23. Les positions des jeunes résistants Wazalendo et les forces armées de la RDC au village Bouéro ont été attaquées. Les Wazalendo l'ont dénoncé à travers un communiqué. Et puis clôture du premier congrès des experts comptables de la RDC. Le NEC a réussi à mettre en lumière le rôle des experts comptables, mais également les entreprises publiques qui ont disposé des stands. Question de mettre en lumière leurs entreprises. Bienvenue dans ce journal sur Télé 50, la coopération bilatérale entre la RDC et la Belgique en matière de migration et le point sur les demandeurs d'asile congolais en Belgique a été jugé au centre de l'émission, a été plutôt le sujet au centre de l'émission GMK Today de ce vendredi. Face à Jean-Marie Kassamba, Freddy Rosemont, directeur général de l'Office des étrangers au sein de l'espace Schengen. Ce dernier a révélé que depuis le début de cette année, la Belgique a enregistré au mois de juin un total de 17 853 demandes d'asile de protection internationale. Selon lui, la RDC occupe actuellement la 6e position dans le rang des pays en guerre demandeurs d'asile après l'Ukraine et la Russie. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait choisi par Benjamin Moudiata. On contrôle ça. Et on va voir quelles raisons les gens ont données pour obtenir le visa et quelles déclarations ils font à la frontière. Ici, si les deux ne clochent pas, ou il y a plusieurs éléments refusés. L'entrée peut être refusée, pas tout le temps, parce qu'il y a parfois des aspects humanitaires, il y a parfois des experts médicaux qui sont en jeu, mais ça risque d'être refusé à la frontière. Donc, c'est pour ça que je plaide, et je pense aussi les gens de l'ambassade belge et du maison Schengen, qui traitent le visa journalièrement, que les gens doivent donner les renseignements corrects, le plus exact que possible, et que c'est absolument pas nécessaire de travailler avec des agences de voyage qui, soi-disant, vont leur aider à remplir une demande comme ça. Justement, ici à Kinshasa, et même en province d'ailleurs, il y a beaucoup d'agences qui réceptionnent les demandes des gens, qui leur demandent de l'argent, et puis qui leur disent, nous avons la certitude et la conviction que quand nous avons déposé vos demandes au niveau de Schengen, vous avez la certitude d'avoir le visa. Est-ce que vous avez mandaté des agences qui doivent recueillir ces dossiers avec la certitude d'obtenir des visas? On n'a mandaté aucune agence, on ne travaille pas avec des agences par principe. On préfère de travailler avec des gens, parce que, comme vous dites à juste titre, d'abord, les gens doivent payer souvent cher à une agence, et en plus, les agences, par facilité, ne donnent pas l'information correcte. Quand quelqu'un qui s'occupe des étrangers, donc vous êtes le patron de Schengen, en fait. Vous savez qu'à Kinshasa, ici, les gens ont peur de Schengen. On dit à Schengen, on accueille les gens mal, les gens sont très prétentieux, on traite les officiels avec beaucoup de condescendance. Est-ce que vous avez changé, vous allez changer la manière d'accueillir les demandeurs? Je pense à l'espace Schengen. On doit accueillir chaque visiteur avec la dignité nécessaire. C'est clair pour moi, si c'est un officiel, un touriste ou quelqu'un qui vient voir sa famille ou un homme d'affaires, n'importe, on doit avoir le respect. Le respect pour tout le monde, parce que ce sont tous des êtres humains et tous les êtres humains sont pour moi égaux. Schengen, c'est un libre
espace de circulation, c'est pas plus que ça. Donc, avec un visa délivré par la Belgique de 3 mois, vous pouvez, dans ces 3 mois, aller voir votre famille en Allemagne, en Pays-Bas, éventuellement en Suède, sans avoir des formalités de faire en plus. Merci beaucoup. Les terroristes du M23 continuent de violer la trêve humanitaire au Nord Kivu. Ce matin, la coalition M23 RDF a attaqué les positions des jeunes résistants Wazalendo et des forces armées de la RDC au village Bouero dans le territoire de Massissi. Dans un communiqué, l'armée loyaliste a dénoncé la violation de la trêve humanitaire. Décrétée depuis le 5 juillet dernier, la trêve humanitaire dans la partie est de la République démocratique du Congo a déjà connu beaucoup de violations par l'armée rwandaise. La nouvelle en date est celle portant de nouveaux tirs qui ont été signalés ce vendredi matin par plusieurs sources dignes de foi dans le Massissi. Dans un communiqué officiel rendu public hier jeudi par les forces armées de la République démocratique du Congo, l'armée dénonce des attaques simultanées de l'armée du Rwanda qui ont été perpétrées contre des positions de FARDC au village de Nyange et Mpati dans le Massissi. Les forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires dénoncent avec énergie le non-respect par le régime de Kigali de la dite trêve et son attitude belliqueuse, légendaire, à vouloir maintenir les populations déplacées dans des conditions atroces en les privant ainsi l'accès à l'aide humanitaire. D'autres sources locales affirment que le M23 ont attaqué des positions des FARDC à Bouero, un village dans les localités de Lufunda et Luanga, dans les territoires de Massissi. D'autres combats ont également été signalés à Maoko, un village situé entre Nyange et Luama, dans la chefferie des Bachalimukoto. L'armée congolaise et ses partenaires ont dénoncé les non-respects par le régime de Kigali de la dite trêve et son attitude belliqueuse, légendaire, à vouloir maintenir de populations déplacées dans des conditions atroces en leur privant ainsi l'accès à l'aide humanitaire. Et clôture ce vendredi à Kinshasa du premier congrès des experts comptables de la République démocratique du Congo. L'Office national des experts comptables, à travers ses assises de 2 jours, a permis de mettre en lumière plusieurs établissements publics, parmi lesquels la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP, qui a disposé d'un stand sur place. Des milliers de personnes se sont réunies au centre financier de Kinshasa pour le premier congrès des experts comptables congolais organisé par son ordre national, ONEC. Un rendez-vous historique et unique qui a rassemblé plusieurs professionnels autour de sujets divers liés à la transparence financière. Un sujet dans lequel justement excelle la Caisse nationale des sécurités sociales des agents publics de l'État avec son très apprécié directeur général, Junior Matamelanga. Durant 2 jours, dans son stand bien placé, la SENSAP, première institution publique en RDC certifiée ISO 9001, a mis en lumière le travail de qualité abattu. La transparence, c'est une des grandes valeurs que nous prenons à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Et donc la direction générale a vraiment tenu à ce que nous puissions venir prendre part à cette activité pour, entre autres, va dans le sens de nos valeurs et aussi par rapport à la qualité que nous prenons. Lors de cet événement majeur, pour la profession d'expert comptable en République démocratique du Congo, plusieurs panélistes de renom ont été invités à partager leur expérience dans divers domaines. Professeurs, ministres, mandataires ont exposé dans près d'une bonne dizaine des panels allant de la lutte contre la fraude, le détournement et la corruption en RDC, la politique nationale de lutte contre le blanchiment d'argent ou encore les statuts et la désignation des dirigeants de l'entité publique. Le stand de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État a attiré du monde avec sa bonne réputation qui le précède grâce notamment au leadership de son directeur général, Junior Matamelanga, sous la tutelle du vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui applique la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Réunion d'évaluation des activités du comité de supervision et de contrôle de la gestion de la dotation des 0,3% minimum du chiffre d'affaires entre le ministre des Mines et la ministre des Affaires sociales en faveur des communautés locales. Jean-David Kilolo.
L'amélioration du social et les développements des communautés locales ont été à la base de l'état des lieux, des activités du comité de supervision, d'orientation et de suivi de contrôle de la gestion de la dotation de 0,3% minimum du chiffre d'affaires des entreprises minières et des organismes spécialisés. Une réunion au cours de laquelle les ministres des Mines et des Affaires sociales ont pris part. Cette réunion s'inscrit dans la poursuite des développements des communautés locales tels qu'inscrits dans la réforme de la législation minière 2018. Cela montre effectivement que le chemin a déjà été emprunté sous l'impulsion du chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision « le peuple d'abord ». Il est tout à fait normal que, je dirais, le secteur minier contribue au développement de nos communautés. Donc le secteur minier, lui, est celui qui apporte, on va dire, les financements, et les bénéficiaires sont bien les Congolais. Et donc c'est à ce titre-là que les affaires sociales interviennent également. À l'issue de la réunion, la ministre des Affaires sociales et Action humanitaire et solidarité nationale, Madame Aziza Mounana, a plaidé pour plus d'impact sur terrain afin que le social soit réellement vécu dans les communautés locales. Les comités de supervision, d'orientation et de contrôle est doté d'un règlement intérieur. Ces activités sont planifiées de façon biannuelle à travers les plans d'action 2022, 2023 et 2024, 2025. Et le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, a eu au salon rouge du ministère des Affaires étrangères une séance de travail avec le corps des huissiers judiciaires de la RDC, une occasion pour le patron de la justice congolaise d'assurer son accompagnement pour redorer l'image de la profession. Au cours de cet échange de haute portée scientifique et professionnelle, reposant sur une conscientisation, le président de la Chambre nationale de cette corporation, Ekunzi Iloko Franci, a, de prime abord, remercié le ministre d'État pour sa disponibilité. Cette rencontre est une émanation d'une audience que le ministre Constant Moutamba avait accordée à cette délégation dans le but de comprendre l'organisation et le fonctionnement du travail d'huissier en RDC. Une occasion pour les présidents du corps des huissiers judiciaires de solliciter auprès du ministre un appui technique, logistique et financier pour non seulement la valorisation de la profession d'huissier, mais aussi et surtout pour un encadrement escompté. Très réceptif, le ministre Constant Moutamba s'engage à valoriser ces métiers tout en mettant à l'écart les moutons noirs. Nous sommes nous-mêmes, les justices, surtout responsables de la déliquescence de notre système social, de notre système économique, de notre système financier. Chers compatriotes, je rappelle à votre responsabilité. Ce sont les dons qui viendront construire notre pays, le Congo. Ce ne sont pas eux qui viendront construire l'Afrique. L'Afrique sera construite par les Africains. C'est pourquoi nous avons décidé de remettre de l'ordre, de remettre l'huissier dans son rôle. Pour redorer l'image de cette profession, le ministre Constant Moutamba a procédé à la nomination d'un conseil chargé des questions de l'exécution des décisions judiciaires issues de cette corporation. À la clôture de la rencontre, le garde des Sceaux congolais a annoncé une injonction pour ouvrir une instruction judiciaire à charge des 3 greffiers qui ont voulu faire exécuter une décision judiciaire. Et puis le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a annoncé l'obtention d'un financement de 20 millions de dollars américains de la part des Education Cannon Waite, ECW, le Fonds mondial des Nations Unies pour l'éducation dans les situations d'urgence et des crises prolongées. L'annonce a été faite par la ministre Raissa Malou et une délégation des ECW dirigée par son directeur adjoint Graham Lang. À travers ce nouveau programme de financement étalé à 3 ans et chiffré à hauteur de 20 millions de dollars américains entre le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté et le Fonds mondial des Nations Unies pour l'éducation dans les situations d'urgence et de crise prolongée, Education Cannot Wait, les enfants vivant en situation d'urgence humanitaire pourront à nouveau retrouver l'accès à une éducation de qualité. Pour sa part, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale, Raissa Malou,
a martelé sur la nécessité pour ce nouveau programme de financement de s'aligner sur les priorités du gouvernement, entre autres la stratégie nationale pour l'éducation en situation d'urgence qui sera bientôt opérationnelle, ainsi que le renforcement des capacités de l'administration de l'éducation au niveau national et provincial. On a parlé d'un nouveau financement de l'éducation sans délai qui s'élève à 20 millions de dollars pour les 3 ans à venir pour appuyer l'éducation en situation d'urgence. On est tout à fait d'accord avec tous les points qui sont soulevés par le ministère de l'Éducation. On aimerait bien que ce programme, dans les années qui viennent, est conçu ici au RDC par l'administration de l'État pour l'éducation nationale et aussi qui réponde aux priorités et aux besoins pour l'éducation en situation d'urgence. En 2023, ce sont plus de 3000 enfants qui ont dû interrompre leur scolarité à travers toute l'étendue du territoire national après la fermeture de leurs écoles pour cause de conflits armés ou de catastrophes naturelles. Cette situation constitue un défi majeur pour le sous-secteur de l'éducation nationale, défi que le ministère et ses partenaires entendent relever. La communauté pentecôtiste du Nord Katanga a organisé son assemblée générale hier jeudi sous le thème « Quand les fondements sont renversés, le juste, que feront-ils ?» Une cérémonie à laquelle Banza Mouloumé Marmon a pris part active. Le gouverneur a profité de l'occasion pour appeler la population du Olomami à l'unité en vue d'assurer le développement de la province. Cette assemblée générale a été organisée par la communauté pentecôtiste du Nord Katanga. La cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités du Olomami, notamment le gouverneur de province Banza Mouloumé Marmon, le président de l'Assemblée provinciale, les ministres provinciaux ainsi que plusieurs invités des marques de la province. Dans son allocution, le représentant légal de l'Église, le pasteur David Kiloba, a martelé sur le rôle de l'Église dans la société. Pour lui, l'Église doit éviter les antivaleurs. Il a par ailleurs rassuré le gouverneur du Olomami la disponibilité de l'Église CPNK dans le cadre du développement de cette entité. Tout en remerciant l'Église pour cette organisation, Banza Mouloumé Marmon a appelé à l'unité pour l'émergence de cette province. Avant toute chose, je rends grâce à Dieu qui a rendu possible la tenue de ces assises. Ensuite, mes pensées vont à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui se bat jour et nuit pour assurer la paix, condition indispensable pour la réussite de notre conférence. La CPNK est connue pour son œuvre d'éducation morale de la population dans son ensemble. Tout en encourageant cette action, nous souhaitons la voir se diversifier et s'intensifier afin de contribuer efficacement à la pacification des esprits pour aider les enfants de la province à s'accepter mutuellement et ainsi s'engager ensemble dans le développement intégral de notre province. Les Olomami comptent ardemment sur vous. Cette assemblée était une occasion pour les représentants légaux de cette église, le pasteur David Kiloba, d'inviter les fidèles à prier pour la province du Olomami. Pas de repos durant ces vacances parlementaires pour les députés nationaux Trésor Moutiki. Après avoir initié les 2 questions écrites au ministre des Infrastructures et des Mines sur les routes détruites sur la RN2, axe Bukavu-Mwenga et l'exploitation des minerais dans ce territoire, Trésor Moutiki, redevable à sa base, est arrivé à Bukavu ce vendredi dans la matinée. Il s'est rendu vite au site des sinistrés de la commune d'Ibanda pour compatir avec eux. Il lui a fallu près de 2h30 sur les lacs Kivu pour atteindre le port d'Iussi de Bukavu. Le député national Trésor Moutiki Lutala vient rendre compte à la population de ce qu'a été la première session parlementaire à l'Assemblée nationale de la 4e législature. Actualité oblige, ces électeurs ont voulu savoir la suite de ces 2 questions écrites aux membres du gouvernement Toulouka sur l'état piteux de la RN2. La population décide que vous m'avez fait confiance pour aller les défendre au sein de l'hémicycle. Raison pour laquelle
lesquels on avait soulevé ces points au niveau du gouvernement. Et je pense qu'il y aura une suite positive du fait que nous avons l'appui de nos camarades députés et du président de l'Assemblée. Et je crois avec ça, on aura une suite favorable d'un moment à l'autre. Je dois descendre à Mwenga, mais avant d'arriver à Mwenga, je dois d'abord parler avec ma base de Bukavu et compartir avec notre population de Bukavu qui a été victime de plusieurs cas d'incendie ces derniers temps. Alors je dois les rendre visite. De la parole à l'acte, l'élu de Mwenga, Trésor Moutiki Lutala, s'est dirigé directement au site des sinistrés d'Ibanda auprès des 250 ménages victimes des incendies du 3 juillet ont bénéficié d'une assistance en vivres, geste de ses représentants du peuple. C'est une offre de soulagement et aussi d'encouragement de voir qu'il y a ces députés qui comprennent que s'il y a quelque chose qui se passe du mal, surtout aux électeurs, il faut qu'ils se présentent sur les lieux. A noter que les cadres de l'UDPS Kibassa, Fédération du Sud Kivu, ont eu un échange fructueux avec Trésor Moutiki sur les enjeux de l'heure. Et revenons sur la cérémonie de présentation du comité d'administration de l'Office national de l'emploi ce vendredi. Et le directeur général de l'ONEM, Fanon Béangombe, est revenu sur la volonté du chef de l'État, celle de renforcer le secteur de l'emploi pour arriver à atteindre au moins 6 millions d'emplois d'ici 5 ans. Mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut, c'est le combat du directeur général de l'Office national de l'emploi, dévoilé ce vendredi à l'issue de la cérémonie des présentations du comité d'administration. Du président du conseil d'administration, qui est M. Yannick Lungu-Goy, Marmon Banzamouloumé, que l'on aime à maintenant ses commissaires aux comptes, qui sont Madame Raniel Ovo Foukiao, et Madame Lisa Moukeni Boulansung. Dans son mot des circonstances, Fanon Béangombe a rassuré vouloir redonner à l'ONEM sa place des géants, des principaux régulateurs du marché de l'emploi, occasion pour lui d'inviter les agents et cadres de l'ONEM à une prise de conscience afin d'atteindre les objectifs. Il est important que nous-mêmes, agents de l'ONEM, que nous prenions conscience de la taille du défi que nous avons face à l'histoire, face à notre progéniture, de pouvoir restaurer cette justice sociale. C'est dans cet ordre-là que le conseil d'administration, qui est l'organe de décision, d'orientation de l'Office, a décidé de travailler en premier lieu pour le bien-être des travailleurs. Désormais, plus rien ne se fera au Congo sans l'Office national de l'emploi dans les marchés de l'emploi, a dit le DG Fanon Béa. Et la cellule nationale de renseignement financier a organisé un atelier de formation des autorités de poursuite pénale sur les techniques d'enquête en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. C'est un appel à l'implication de tous les acteurs dans l'atteinte des assignations du GAFI, le groupe d'action financière internationale, pour sortir la République démocratique du Congo de la liste grise. Devant les officiers des polices judiciaires, l'inspection générale des finances, de la direction générale de douane et accises, de la direction générale des impôts, l'Institut congolais pour la conservation de la nature et de l'Agence pour la lutte contre la corruption, le secrétaire exécutif de la cellule nationale de renseignement financier, Adler Kisula, a exhorté ses OPJ au respect des normes et techniques d'enquête judiciaire dans la lutte contre les blanchiments des capitaux et les financements du terrorisme. Vous devez savoir que pendant que nous sommes ici en train de réfléchir comment lutter contre ces fléaux, comment lutter contre ces crimes financiers illicites, il y a des groupes, il y a des cartels au même moment que nous sommes ici. Et aussi réfléchissent comment contourner l'IGF, comment contourner l'ICC, comment contourner la DGI. Mais nous devons nous mobiliser pour les décourager. Nous devons les traquer jusque dans leur dernière épanchement. Ces apprenants, qui sont des assujettis, ont également pris connaissance de leurs obligations au regard de la loi anti-blanchiment promulguée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en décembre 2022. Le flux financier illicite, ainsi que la présentation et le rôle de la CNRF en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Par cette formation, il est question de comprendre l'impact des flux financiers illicites sur les plans financiers et économiques de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, venons en rappeler les principaux titres. 17 853, c'est le nombre des demandes de protection internationale pour le mois de juin 2024. Déclaration de Freddy Rosemont, directeur général de l'Office des étrangers au sein de l'espace Schengen. Au cours de l'émission JMK Today, Jean-Marie Kassamba a abordé la coopération bilatérale entre la RDC et la Belgique en matière de migration et le point sur les demandeurs d'asile congolais en Belgique. Guerre dans l'Est, la trêve humanitaire a été violée par le M23. Les positions de jeunes résistants Ouazalendo et les forces armées de la RDC au village Bouero ont été attaquées. Les Ouazalendo l'ont dénoncé à travers un communiqué. Et puis clôture du premier congrès des experts comptables de la RDC, l'ONEC a réussi à mettre en lumière le rôle des experts comptables, mais également les entreprises publiques qui ont disposé des stands. Question de se mettre en lumière. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. À tous, merci de l'avoir suivi et surtout très bon week-end chez vous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Le programme vous a été offert par Illico Cash. Communiqué nécrologique. Les familles Migabo Lulanga et Shigoro ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances les décès inopinés de leurs filles, sœurs, nièces et tantes Lili Migabo Ngomora, consul général de la RDC en Tanzanie et administrateur directeur général de la SONAS honoraire, ce dimanche 7 juillet 2024 des suites d'un accident de circulation à Kinshasa. Le programme funéraire se présente comme suite. Mercredi 17 juillet 2024, veillée mortuaire à l'espace Ave Maria sur avenue de Libération, ex-24 novembre, non loin de l'hôpital du Cinquantenaire à partir de 19h. Jeudi 18 juillet 2024, 8h30, levée du corps de la morgue de la clinique Ngaliema. 9h, messe d'action de grâce à la paroisse Sacré-Cœur, commune de la Gombe. 12h, enterrement au cimetière Chemin des Paradis à Mitendi. Retour du cimetière et bain de consolation à l'espace Ave Maria. En attendant, le recueillement se tient à la résidence familiale 6 avenue Kassanvu, numéro 5359, quartier Makelele à Bandal, Sinkine, voire à Revodacom. Ce communiqué tient lieu de faire part pour la famille Robert Migabo.